Je n'oublierai jamais la soirée où tout a commencé. Ça devait être un simple barbecue entre amis. Nous étions assis autour d'un grand brasero, quelques couples, profitant d'une douce nuit d'été. L'odeur des merguez sur le grill, du rosé bien frais dans nos verres. La conversation était banale pendant la majeure partie de la soirée, les enfants, le travail, quelques anecdotes amusantes. Et puis, de nulle part, quelqu'un a lancé un sujet qui a jeté un froid, le « Joker célébrité ». Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai demandé, c'est quoi, ça, un Joker célébrité? Sophie, l'une des femmes présentes, m'a regardé comme si je débarquais d'une autre planète et m'a expliqué le concept. En gros, c'est un accord entre partenaires, si jamais tu as l'opportunité de coucher avec une célébrité, tu as un passe-droit. Ça ne compte pas comme une infidélité. Ton partenaire t'accorde un laissez-passer officiel, sans aucune conséquence. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma femme, Émilie, était silencieuse à côté de moi, mais j'ai vu un petit sourire se dessiner sur son visage, comme si l'idée la titillait. La situation est devenue encore plus étrange quand le mari de Sophie, Thomas, a ajouté « Ah oui, nous, on a même validé le truc. » Et pas seulement pour les célébrités. Si un jour on sent qu'on a besoin d'une pause, de voir quelqu'un d'autre, on a la permission de l'autre, tant qu'on est honnête. Il a souri comme si c'était parfaitement normal, comme s'ils avaient découvert le secret d'un mariage parfait. Quelques autres couples ont hoché la tête, l'air de dire que ce n'était pas grand-chose. Je n'arrivais pas à croire que des gens faisaient ça. Pour moi, un engagement est un engagement. J'ai jeté un regard à Émilie, espérant qu'elle partageait mon avis, mais elle semblait curieuse, comme si elle se laissait séduire par l'idée. Et quand ils ont commencé à lancer des noms de célébrités, Émilie a même participé, citant le nom d'un acteur qu'elle adorait. Tout le monde a ri, et j'ai senti l'atmosphère se détendre. Mais ça ne me faisait pas rire du tout. Je me suis penché vers Émilie et je lui ai demandé si elle était sérieuse, si elle envisagerait vraiment une chose pareille. Elle a simplement haussé les épaules en me disant que ce n'était qu'un jeu, une simple blague. Elle souriait et je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai laissé tomber. Mais au fond de moi, je sentais un malaise. Ils ont continué à en parler, de plus en plus passionnément, comme s'ils discutaient d'un fantasme. Puis quelqu'un s'est tourné vers moi et a dit « Allez, Marc. C'est qui ton choix? Pour qui tu donnerais un joker ?» J'ai balayé la question d'un revers de main, ne voulant pas jouer le jeu, mais ils ont insisté, tous me regardant en riant comme si c'était inoffensif. Même Émilie m'a donné un petit coup de coude, comme si elle était totalement partante. J'ai lâché le nom d'une actrice au hasard, juste pour qu'il me laisse tranquille, pensant que ça s'arrêterait là. Mais plus tard cette nuit-là, Émilie s'est blottie contre moi et m'a avoué qu'elle avait pensé à cet acteur qu'elle avait nommé pendant que nous étions ensemble, comme pour pimenter les choses. J'ai essayé d'en rire, mais le lendemain matin, j'ai été très clair, ce n'était pas pour moi. Je lui ai dit que je ne serais jamais d'accord avec l'idée d'un vrai passe-droit. Émilie a juste hoché la tête, répétant que c'était une blague, rien de sérieux. Et honnêtement, après quelque temps, j'ai fini par oublier. Après cette soirée, je pensais que nous étions passés à autre chose. La vie a vite repris son cours. Nous avons eu des enfants peu de temps après, et entre leur éducation, le travail et le train-train quotidien, cette soirée barbecue s'était estompée dans ma mémoire. Mais avec le recul, je réalise que cette nuit-là et ce stupide jeu avaient planté une graine qui allait germer pour devenir quelque chose de bien plus énorme que je ne l'aurais jamais imaginé. C'était un jeudi soir, un peu après minuit. J'étais à Marseille pour un séminaire professionnel. J'avais veillé tard pour finir des rapports et j'étais sur le point de m'effondrer de fatigue quand mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était Émilie. J'étais surpris, vu l'heure, mais j'ai décroché immédiatement. Dès que j'ai répondu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y avait de la musique forte en fond sonore et la voix d'Émilie était chancelante. Elle avait l'air d'avoir bu, ce qui n'était pas inhabituel quand elle sortait avec des amis, mais ce qu'elle a dit ensuite était totalement inattendu. Elle riait, criant presque pour couvrir le bruit, « Marc, tu ne vas jamais le croire. J'ai rencontré Théo, de mon feuilleton préféré. Tu te rends compte ? » J'ai à peine eu le temps de réagir qu'elle a ajouté, « Et devine quoi ? Je vais utiliser mon joker avec lui. » C'est pas génial, ça ? Elle hurlait pratiquement dans le téléphone, mais ses mots étaient d'une clarté déconcertante. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ma première réaction a été de lui demander si elle était sérieuse.
Je n'arrêtais pas de répéter, « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas vraiment le faire ?» Mais avant que je puisse obtenir une vraie réponse, elle a dit quelque chose comme, « Je te raconterai tout à mon retour. » À samedi, puis la ligne a été coupée. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone, dans une incrédulité totale. Mon esprit s'emballait. Je me répétais que c'était une blague, qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Mais en même temps, je sentais qu'elle était sérieuse. J'ai essayé de la rappeler immédiatement, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. J'ai laissé message sur message, disant des choses comme « Ne fais pas ça, Émilie. C'est une erreur et il y aura des conséquences si tu vas jusqu'au bout. » J'ai aussi essayé de lui envoyer des textos, espérant qu'elle en lirait un et reprendrait ses esprits. Mais toute la nuit, rien. Aucune réponse. Aucun signe qu'elle s'en souciait. Ce vendredi fut une torture. Je pouvais à peine me concentrer au séminaire, rejouant cet appel dans ma tête encore et encore. Plus j'y pensais, plus la colère montait. Ce n'était pas un jeu idiot dont on avait plaisanté des années plus tôt. C'était réel. Émilie m'avait appelé en riant pour me dire qu'elle s'apprêtait à briser toutes les promesses que nous nous étions faites, et elle agissait comme si de rien n'était. Après le travail, j'ai emmené les enfants chez mes parents pour le week-end. Je ne voulais pas qu'ils soient là quand Émilie rentrerait, surtout si une confrontation éclatait. Mon esprit tournait déjà à plein régime, me demandant ce que j'allais lui dire, comment j'allais gérer ça. J'ai pensé que je pourrais obtenir des informations de quelqu'un d'autre qui était avec elle. J'ai décidé de contacter Julien, dont la femme, Jeanne, travaillait avec Émilie et participait au même séminaire à Cannes. Peut-être qu'il pourrait parler à Jeanne et savoir si tout cela se produisait vraiment. Je suis donc allé chez Julien. En me voyant, il a eu l'air surpris, mais il m'a laissé entrer. Je lui ai tout raconté, que je n'arrivais pas à joindre Émilie et que je craignais qu'elle n'aille vraiment au bout de son soi-disant « Joker ». Le visage de Julien a pâli. Je voyais qu'il ne savait pas comment réagir, mais il a accepté d'appeler Jeanne pour voir si elle avait des nouvelles. Quand il a enfin eu Jeanne au téléphone, je retenais mon souffle. Assis à côté de lui, j'écoutais en silence. Julien a parlé d'Émilie l'air de rien, demandant comment se passait le séminaire, puis il lui a demandé si elle l'avait vu dans les parages. Jeanne a hésité, puis a finalement mentionné qu'elle avait vu Émilie en boîte avec l'acteur. Elle a dit qu'Émilie avait dansé avec lui plusieurs fois et qu'elle lui avait même murmuré à l'oreille qu'elle allait utiliser son joker. Elle a ensuite ajouté qu'elle avait essayé de la dissuader, mais qu'Émilie était déterminée. Entendre ça a confirmé mes pires craintes. Ce n'était pas une blague d'ivrogne ou un malentendu ridicule. Émilie avait l'intention d'aller jusqu'au bout. J'étais furieux, le cœur brisé, et totalement incertain de la marche à suivre. Samedi est enfin arrivé. J'étais tendu, attendant juste qu'elle passe la porte. J'avais tellement de choses à lui dire, mais mon esprit était en vrac. Je rejouais l'appel, les messages que j'avais laissés, et tout ce que Jeanne avait confirmé par l'intermédiaire de Julien. J'espérais secrètement qu'Émilie rentrerait en s'excusant, en disant qu'elle avait réalisé son erreur. Mais une voix au fond de moi me disait que ce n'était pas ce que j'allais entendre. Vers 16 heures, j'ai reçu un texto de Julien me disant que Jeanne venait d'être déposée par Émilie. Ça me donnait environ 20 minutes. J'ai installé une caméra dans le salon, cachée sur une étagère, car je savais que je voudrais que tout soit enregistré. Je me suis assis sur le canapé, essayant de rester calme, mais j'avais l'impression que j'allais exploser. Puis j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Elle est entrée, tout sourire et excitée, comme si elle revenait du meilleur voyage de sa vie. Elle m'a à peine regardé avant de lancer, « Mon Dieu, Marc, quel séminaire de folie. Tu n'imagines pas tout ce qui s'est passé. » Son visage était rayonnant, comme si elle partageait une histoire de vacances incroyable. Je suis resté là, à la fixer, essayant de garder ma voix stable en demandant « Tu as reçu mes appels ?» Elle m'a jeté un regard à peine concerné et a dit « Oh, mon téléphone s'est cassé. » Je l'ai fait tomber et l'écran est en miettes. Je n'ai reçu aucun appel ou message. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Alors, je suis allé droit au but, tu m'as appelé jeudi. Tu as dit que tu avais rencontré un acteur de feuilleton et que tu comptais utiliser ton joker avec lui. Que s'est-il passé, Émilie? Elle m'a regardé comme si je surréagissais, a haussé un peu les épaules et a répondu, oui, on était dans un club et Théo, de ma série, était là. On a commencé à discuter, et il est tellement charmant, Marc.
Une chose en entraînant une autre, eh bien, j'ai utilisé mon joker. Je pensais que tu serais content pour moi. Enfin, avoue, il est célèbre et il me voulait. Tu te rends compte? Elle a ri comme si elle était dans la confidence d'un grand secret excitant, comme si c'était une histoire que j'apprécierais d'une manière ou d'une autre. Je sentais la colère monter, mais je suis resté calme. Content pour toi, ai-je dit. Tu penses vraiment que ça me plairait que tu fasses ça, Émilie? C'est notre mariage, notre famille, et tu viens de tout jeter en l'air parce qu'un acteur t'a accordé un peu d'attention? C'est là que son ton a changé. Elle m'a regardé, presque confuse. Marc, ce n'est pas grave. C'était juste pour quelques nuits avec quelqu'un que je ne reverrai jamais. C'est à ça que sert le joker, non? Je croyais qu'on était d'accord là-dessus depuis des années. Nos amis ne font-ils pas la même chose? Je n'en revenais pas qu'elle soit sérieuse. Je lui ai répété que je n'avais jamais accepté ça, que j'avais été clair sur le fait que ce n'était qu'une blague pour moi. Elle ne semblait pas comprendre pourquoi j'étais si bouleversé. Elle continuait de dire des choses comme « c'était une opportunité unique » et « je pensais que tu serais fier de moi de vivre un rêve ». Puis le pire est arrivé. Elle a commencé à me donner des détails. Des détails que je ne voulais ni n'avais besoin d'entendre. Elle s'est vantée de la nuit, de ses prétendues compétences et de combien il avait été incroyable, allant même jusqu'à dire qu'il lui avait demandé de garder son alliance pendant qu'ils étaient ensemble. Elle trouvait ça drôle, comme une blague tordue. J'avais la nausée en l'écoutant, mais je l'ai laissé parler, car je voulais qu'elle creuse sa propre tombe aussi profondément que possible. Quand elle a enfin fait une pause, remarquant probablement l'expression sur mon visage, elle a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Marc? Tu es vraiment si contrarié par ça ?» Je lui ai dit sans détour « Oui, je le suis. Tu as brisé nos vœux, Émilie. Tu m'as trompé, et tu n'es même pas capable de le voir. » Elle m'a fixé, complètement impassible, comme si c'était moi qui faisais une scène pour rien. « Trompé » a-t-elle ricané. « Ce n'est pas de la tromperie, Marc. Nous en avons parlé il y a des années. C'est mon joker. Je t'ai prévenu que ça allait arriver, et je pensais que tu serais compréhensif. » À cet instant, j'ai su qu'elle ne comprendrait jamais, ni même n'essaierait. Elle ne voyait rien de mal à ce qu'elle avait fait. Pour elle, c'était juste une histoire qu'elle voulait partager avec moi, quelque chose qu'elle pensait que je trouverais amusant, voire impressionnant. C'était comme parler à une étrangère. Après cette nuit, je savais que les choses ne redeviendraient jamais normales. Je ne pouvais plus regarder Émilie de la même façon et j'avais l'impression d'avoir vécu avec quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Il était clair qu'elle ne regrettait rien, ce qui rendait impossible pour moi d'entrevoir un avenir. Alors, j'ai commencé à m'organiser. Je ne voulais pas que nos enfants se retrouvent au milieu de tout ça et je devais me préparer à ce qui allait suivre. Ça n'allait pas être un simple désaccord réglé en privé. Je savais que ça allait devenir moche, et je devais être prêt. La première chose que j'ai faite a été d'appeler une avocate. Je me suis tourné vers quelqu'un de réputé pour être intraitable dans ce genre d'affaires. J'avais besoin de quelqu'un qui ne reculerait pas, qui m'aiderait à traverser cette épreuve en gardant ma santé mentale et, plus important encore, la garde de mes enfants. Je l'ai rencontré dès le lendemain. Je lui ai tout raconté sur ce qu'Émilie avait fait et comment elle ne voyait toujours rien de mal à son comportement. Elle a écouté chaque mot, a hoché la tête, et quand j'ai fini, elle m'a simplement regardé avec un air calme et déterminé et a dit « Nous allons faire en sorte que vous sortiez de cette situation de la bonne manière. » Son plan était précis, méthodique. Elle m'a dit de rassembler autant de preuves que possible. La première chose qu'elle a suggérée a été d'éplucher les relevés de carte de crédit d'Émilie pour savoir exactement où elle avait été pendant son voyage. Elle m'a aussi dit de vérifier son compte cloud pour d'éventuelles photos ou messages qu'elle aurait pu sauvegarder. Apparemment, les gens comme Émilie ne pouvaient pas résister à l'envie de garder de petits trophées de leurs escapades. Et elle avait raison. J'ai fouillé son stockage en ligne et elles étaient là, 3 photos d'elle avec le soi-disant acteur. Sur l'une d'elles, elle était pratiquement accrochée à lui, souriant comme une adolescente. Une nouvelle vague de colère et de douleur m'a submergé, mais j'ai continué. J'ai tout copié sur une clé USB et l'ai apporté directement à mon avocate. Plus nous cherchions, pire c'était. Les photos n'étaient pas que des selfies. Sur l'une d'elles, on voyait même son amie Jeanne en arrière-plan, riant avec eux. Mon avocate était ravie, me disant que ce serait crucial si Émilie essayait de nier quoi que ce soit au tribunal.
Elle m'a cependant prévenu que la partie adverse risquait de contre-attaquer violemment. Elle m'a rappelé de rester discret et aussi calme que possible, quoi qu'Emily tente de faire. Toute la semaine, j'ai agi normalement avec Emily, lui laissant croire que je digérais simplement la situation, alors qu'en réalité, je constituais mon dossier. Emily ne se doutait de rien. Elle semblait supposer que j'allais finir par accepter, peut-être même faire comme si rien ne s'était passé. Je voyais qu'elle ne prenait rien de tout cela au sérieux, ce qui ne faisait que faciliter ma progression. L'étape suivante était de préparer notre confrontation au tribunal. Mon avocate prévoyait de tout mettre sur la table, chaque photo, chaque enregistrement d'appel, chaque texto. Elle ne voulait laisser aucune marge de manœuvre à Emily pour jouer les innocentes. En fait, elle a suggéré de ne pas lui faire savoir ce que nous avions avant d'être juste devant le juge. De cette façon, elle serait prise au dépourvu, forcée de s'expliquer sur le vif. J'aimais cette idée. C'était, me semblait-il, la seule façon pour qu'elle soit vraiment tenue pour responsable. La veille de notre audience, j'ai dit à Emily que je sortais un peu et je suis resté chez mes parents, juste pour éviter tout contact direct supplémentaire. Mes parents m'avaient soutenu, mais ils savaient à quoi je faisais face. J'ai tout raconté à mon père, et il a juste secoué la tête en disant « Mon fils, je n'aurais jamais pensé te voir traverser une chose pareille, mais tu fais ce qu'il faut. » Cela m'a donné une étrange force d'entendre mon père me soutenir ainsi. Le lendemain, je me suis rendu au tribunal avec un mélange de nervosité et de détermination. Je savais qu'Emily allait tomber des nues, et je comptais là-dessus. C'était notre chance de tout exposer et de montrer à quel point elle avait franchi la ligne. Je n'allais pas reculer, ni maintenant, ni jamais. Le jeu auquel elle avait joué, la trahison qu'elle essayait de justifier, c'était son gâchis, et elle devait l'assumer. En entrant dans cette salle d'audience, j'avais l'impression d'être dans la dernière ligne droite d'un marathon auquel je ne m'étais jamais inscrit. J'ai vu Emily de l'autre côté de la pièce, l'air complètement confiant, presque suffisant. Je savais qu'elle s'attendait à une audience rapide, peut-être une tape sur les doigts, et puis que nous passions à autre chose. Mais elle ne savait pas ce qui l'attendait. Au début de l'audience, l'avocat d'Emily n'a pas perdu de temps pour me dépeindre comme un mari surprotecteur qui faisait toute une histoire pour une petite erreur. Il a même suggéré que j'utilisais cela pour la contrôler, ce qui, honnêtement, m'a donné envie de rire. La contrôler? C'est elle qui avait brisé notre confiance, et moi, j'essayais de protéger nos enfants des retombées. Quand ce fut le tour de mon avocate, elle a commencé par interroger Emily avec précaution sur son voyage, sur son amitié avec ce soi-disant acteur et sur la nature de leur accord de « Joker ». Emily, calme comme jamais, a répondu à chaque question sans ciller, disant des choses comme « Oui, Marc et moi avions un accord, et, c'était complètement innocent, nous avions tous les deux convenu il y a des années que ce serait autorisé. » Puis mon avocate a commencé à sortir les preuves. D'abord, les relevés de carte de crédit montrant où elle avait été cette nuit-là, juste pour confirmer qu'elle était exactement là où je disais. Emily n'a pas bronché, et je pouvais voir qu'elle se croyait toujours en sécurité. Ensuite, nous avons présenté les photos de son compte cloud, celles où elle était enlacée avec ce type. Elle a essayé de minimiser, en riant et en disant que c'était juste des photos amusantes avec un fan, mais le juge n'a pas semblé apprécier. Puis est venu l'enregistrement de l'appel avec Jeanne, qui, je le savais, frapperait plus fort. Mon avocate a appelé Jeanne à la barre et lui a fait écouter ses propres paroles, où elle mentionnait qu'Emily avait quitté le club avec l'acteur et prévoyait d'utiliser son joker. Le visage de Jeanne est devenu livide, et Emily s'est tournée pour la regarder, réalisant que Jeanne avait vendu la mèche. Jeanne a bafouillé, essayant de faire marche arrière, mais le mal était fait. Le juge lui a demandé directement si c'était sa voix sur l'enregistrement, et elle n'a eu d'autre choix que d'admettre que oui. Le sang-froid d'Emily a enfin commencé à se fissurer. Elle foudroyait Jeanne du regard, qui ne pouvait même pas croiser le sien. Puis mon avocate s'est levée et a présenté la dernière pièce, une photo dédicacée de cet acteur avec un message personnel au dos, quelque chose comme « Merci pour cette nuit inoubliable ». Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le visage d'Emily alors que tout commençait à s'effondrer. Elle avait été si sûre d'elle, si certaine que rien de tout cela ne la rattraperait. Mais maintenant, elle était coincée. Et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires pour elle, mon avocate a lâché la bombe finale. Elle avait engagé un détective privé pour enquêter sur cet acteur avec qui elle avait été. Il s'est avéré que ce type n'était même pas la célébrité qu'Emily pensait. C'était un sosie, connu pour escroquer les femmes,
et il avait un passif documenté d'IST, infection sexuellement transmissible. Le choc sur le visage d'Émilie était sans prix. C'était comme si tout son monde s'écroulait d'un coup. Le juge lui a lancé un long regard dur, puis il s'est tourné vers moi. Je pouvais dire qu'il était aussi dégoûté que moi. Il a sermonné Émilie, disant que ce n'était pas seulement une trahison, mais un acte imprudent et irresponsable. Il a même évoqué l'impact que cela pourrait avoir sur nos enfants de voir leur mère agir de cette manière. La salle d'audience était silencieuse, et je savais que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Émilie avait franchi toutes les limites possibles, et il n'y avait aucune excuse. Puis le juge a rendu sa décision, il m'accordait la garde exclusive de nos enfants et maintenait notre contrat de mariage. Il a regardé Émilie droit dans les yeux et a dit qu'il la jugeait inapte à être parent, en se basant sur son comportement et ses tentatives de mensonge au tribunal. Je pouvais voir sa bouche s'ouvrir de stupeur, et puis, pour la première fois dans toute cette affaire, j'ai vu de la peur dans ses yeux. À la fin de l'audience, Émilie était toujours debout, figée. La réalité de la situation la rattrapait enfin. J'ai quitté ce tribunal avec le sentiment de sortir d'une zone de guerre. Il ne s'agissait plus de gagner ou de perdre. Il s'agissait de mettre enfin la vérité au grand jour et de lui montrer que les actes ont de réelles conséquences. Émilie avait passé si longtemps à croire qu'elle pouvait tordre les choses à sa guise, mais il n'y avait aucun moyen de tordre cela. J'ai quitté le palais de justice ce jour-là en sachant une chose, Émilie allait enfin devoir vivre avec les choix qu'elle avait faits. Et moi, j'avais fini de porter ce fardeau pour elle. Après que le tribunal a statué en ma faveur, j'ai senti un poids se lever de mes épaules, un poids dont je n'avais même pas réalisé l'ampleur. J'avais consacré tant de temps et d'énergie à me battre pour ma famille, ma réputation et un certain niveau de respect qu'Émilie avait complètement bafoué. Mais maintenant, avec tout enfin réglé, je pouvais me concentrer sur ce qui comptait vraiment, aller de l'avant et offrir à mes enfants une vie stable. Émilie n'a pas facilité les choses. Elle a essayé d'appeler, d'envoyer des messages, et même de se présenter dans des endroits où elle pensait me croiser. Au début, elle a tenté de s'excuser, mais ses excuses sonnaient creux, comme si elle s'accrochait encore à sa version de la réalité où tout ce gâchis n'était qu'un malentendu. Elle a même essayé de raviver de vieux souvenirs, parlant de notre famille et des bonnes années que nous avions eues. Je l'ai laissé parler, mais je ne lui ai donné aucun espoir que les choses puissent redevenir comme avant. Cette porte était fermée, et elle le savait. Après quelques mois, elle a semblé comprendre le message, mais elle ne s'est pas éclipsée discrètement. Elle a commencé à se montrer aux événements scolaires des enfants, même si son droit de visite était restreint. Elle agissait de manière amicale, comme si de rien n'était, essayant de convaincre les enfants qu'elle était toujours la même maman qu'ils avaient toujours connue. Mais je voyais clair dans son jeu, elle essayait de redorer sa propre image plus que d'être réellement là pour eux. C'était comme si elle voulait faire comme si rien n'avait changé, comme si elle pouvait réécrire le passé si elle jouait assez bien la comédie. Un jour, ma fille Julia, qui est un peu plus âgée et plus perspicace, m'a pris à part et m'a demandé si sa mère allait un jour, aller mieux. Cette question m'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru. J'ai alors compris que les vrais dégâts causés par Émilie n'étaient pas seulement pour moi, ils touchaient les enfants, pris dans le feu croisé de ses choix égoïstes. J'ai regardé Julia dans les yeux et je lui ai dit, je ne peux pas te dire si ta maman changera, mais ce que je peux te promettre, c'est que je serai toujours là pour toi et ton frère. Ça ne changera jamais. Au fil des mois, les tentatives de réconciliation d'Émilie se sont estompées. Elle a déménagé dans un autre quartier et a cessé de se montrer à l'improviste. J'ai appris par des amis communs qu'elle était devenue une sorte d'ermite, restant dans son coin et essayant d'éviter l'attention. Elle avait perdu son emploi après l'incident, et je pense qu'elle a finalement compris que ses actes avaient des conséquences bien au-delà de notre relation. Sa vie, autrefois centrée sur les apparences et la recherche d'attention, consistait désormais à faire face à ses propres erreurs. Pendant ce temps, j'ai recommencé à me sentir moi-même. Être un père célibataire n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais cela me semblait juste. Je passais plus de temps avec mes enfants, j'étais vraiment là pour eux d'une manière que je n'avais pas pu l'être pendant tout ce chaos. Nous avons construit de nouvelles routines, et la vie semblait plus simple. Ce n'était pas facile, mais c'était honnête, et c'est tout ce que je voulais à ce stade. Un soir, à l'improviste, la mère d'Émilie m'a appelé. Elle voulait parler de ce qui n'allait pas et voir si j'envisagerais de pardonner à Émilie. Elle a longuement parlé de combien sa fille nous regrettait et regrettait ses actions. J'ai écouté, mais je n'ai pas marché. Émilie avait eu toutes les chances d'être honnête et respectueuse,
et elle avait tout jeté en l'air sans une seconde d'hésitation. J'ai dit à sa mère, respectueusement mais fermement, que j'en avais fini. Je ne voulais pas rouvrir des blessures qui avaient mis si longtemps à cicatriser. Je souhaitais à Émilie le meilleur, mais je ne ferais plus partie de sa vie. J'avais tourné la page, et les enfants aussi. Ils allaient mieux, se concentraient sur l'école et leurs loisirs, et je pouvais les voir guérir également. Quant à moi, j'étais enfin en paix, sachant que j'avais fait tout ce que je pouvais pour protéger ma famille des retombées des mauvais choix de quelqu'un d'autre. La vie n'était pas parfaite, mais elle était enfin réelle. Et pour nous, c'était suffisant.